qui est toujours là dans les premières places du Tour de France. C'est un bon temps pour lui. Et oui, je le répète, Martinez-Oliver a réalisé une performance exceptionnelle qui mérite, et nous l'aurons tout à l'heure, l'explication sans aucun doute due aux circonstances climatiques. Mais Winen, deuxième et 46e, ce qui paraît loin, eh bien c'est dans sa très bonne moyenne à lui. Il est marrant, Winen. Très facile d'approche, tout comme les Hollandais d'ailleurs. Un Kuiper est un homme qui aime bien discuter avant la course, qui fait part de toutes ses réflexions. Et on aime bien être avec lui. Éric Boyer, l'un des casqués. Le seul. Je crois que c'est un des seuls qui a... Et il doit faire chaud, hein, dessous. Hein. Ouh là 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 là. Oui. C'est pourquoi peut-être de temps à autre il baisse aussi la tête pour d'abord un meilleur aérodynamisme, mais pour rafraîchir la nuque. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, puisque les secondes éventuelles qu'il peut gagner avec le casque, je ne sais pas si ça influe pas sur le rendement au point de vue respiratoire. Mais Thierry Marie, qui est un peu l'homme d'expérience à l'intérieur de l'équipe Système U, avait déjà donné le ton avec ce casque et puis aussi une selle qu'aujourd'hui qu'il n'a pas employée et a réalisé d'ailleurs un temps tout à fait moyen pour lui. Mais comme il a gagné hier, il avait eu sans doute d'autres pensées pour le lendemain. Bref, Éric Boyer a la charge aujourd'hui, au nom de Cyril Guimard et de sa formation, de terminer premier français, ce qui serait une consolation comme une autre après l'abandon de Laurent Fignon, de Charlie Mottet, les deux leaders de cette équipe. Éric Boyer donc est là pour redonner un peu de panache. 5e, ça serait merveilleux. Premier français, c'est aussi un classement comme un autre. Oui, on a vu qu'il avait essayé de dégrafer son maillot à l'avant. Problème respiratoire. C'est une fournaise en ce moment. Oui, mais je pense que le moral a dû revenir hier à la suite de la magnifique victoire qu'on est obligé de rappeler de Thierry Marie. Bien obligé, bien sûr, de faire 1 kilomètre comme il l'a fait sur la fin. Ah oui, ça a été fabuleux. En remontant un homme qui lui-même semblait bien parti pour la victoire, tandis que l'équipe de Van Poppel était complètement désunie à l'arrière et brusquement. Oui. Donc Éric Boyer que l'on a vu en terminé. Alors que Pinot, qui va faire un bon temps aussi. Oh, c'est pas possible, moins de 6 minutes. Ah. Il y a quand même des surprises. L'état de fraîcheur joue énormément sur la fin du Tour de France à l'occasion de l'ultime épreuve contre la montre. Et 36e, Pignot, qui est bien loin d'être un spécialiste, peut s'estimer très satisfait. Il s'est bien battu lui aussi. On attend sur la ligne l'arrivée de Pinsec et on retrouve Delgado, toujours dans sa cadence. Delgado, même position, même rythme. Parti un peu plus ardu, secteur à 1%. Avec le vent défavorable, ça fait mal. Aucun signe de fatigue. Boyer très élancé. Lui aussi au summum de sa condition et menant une course très intelligente. Et ce qui risque peut-être d'avantager Boyer, c'est que s'il fait une bonne performance, il va peut-être apercevoir Herrera, bien qu'il soit parti 3 minutes devant lui. Oui, mais ils ne vont pas tarder à franchir la ligne les uns les autres. Dans 20 minutes exactement, Delgado, le dernier en course, devrait franchir la ligne. Éric Boyer. Je ne sais pas s'il va garder le casque jusqu'à la fin de l'épreuve, mais il a l'air de souffrir. Ça vaut cher. Oui. Vous qui étiez économe, vous aviez le souci de l'économie, et on vous en félicite. Un casque comme ça coûte très cher. Il n'est quand même pas le balancer sur la route. On n'est pas dans le bon soleil, on est en Bourgogne. C'est ce que l'on a dit, monsieur. C'est ce que l'on a dit, monsieur. Vous voyez qu'il doit dégrafer son casque de temps à autre. Oui. Oui, puisque personne n'a adapté ce casque profilé aujourd'hui, puisqu'avec la chaleur qui règne sur cette étape, je ne pense pas que ça soit un avantage, je le répète. C'est cet air brûlant qui sort de la bouche et qui vous revient, que l'on reprend. Alors, un petit mouvement de côté pour souffler ou pour respirer. On pourrait presque être brûlé au 1er degré dans ces conditions.
Voilà, très belle position, très haut sur la selle, vous voyez. La jambe très tendue. Il a fait beaucoup de progrès contre la montre. Il lui manque encore un peu d'accent d'angulation pour les bras. Mais aujourd'hui, je le répète, l'asphyxie interdit les mouvements parfois naturels. Oui. Parce qu'en principe, les coureurs lèvent la selle de 1,5 cm à 2 cm pour l'épreuve contre la montre. Et parfois allongent les manivelles afin de disposer d'un levier plus important pour développer plus grand. Voilà celui qui se bat alors depuis quelques jours, Bauer, pour revenir prendre place sur le podium. Il est 4e donc à 9 minutes 48 au classement général et Parra qui le précède, 3e donc à 7,18. Il faudrait que Bauer reprenne 2 minutes 30 secondes à Parra. Avec lui tout est possible. Ah oui, mais rien n'était possible. Oui. Mais il est menacé par Boyer à 56 secondes de lui. D'ailleurs, c'est une cause suffisante pour se battre, essayer de voler cette 3e place, enfin pas de voler, mais d'arracher cette 3e place à Parra. Dont on dit qu'elle est maléfique pourtant, parce que la 3e condamne automatiquement, enfin dans l'histoire du cyclisme, 2 exceptions près de Bobet et d'Anquetil, condamne l'année suivante. Un mauvais tour, oui. Oui, un mauvais tour. Et parfois un dernier tour. Mais je crois que ça va être la meilleure place d'un Colombien obtenue dans une épreuve Tour de France avec Parra. Avec Parra, oui, mais enfin je répète, le Canadien Bauer ne s'est pas encore laissé distancer. Oui, regardez cette volonté. Elle est apparente même vue de dos. Ah oui. Nous sommes obligés d'être admiratifs devant le cran de Bauer, cette volonté d'aller chercher cette 3e place. Il ne rigole pas avec l'appel à la puissance. Un pain sec. Le dernier virage pour pain sec aussi. Plus court que d'autres. Oui, bonne reprise. C'est certain qu'il dispose de ressources, mais il ne peut pas s'exprimer. Ça n'est pas dans sa nature contre la montre individuellement. Oui. Et son temps sera moyen. 74e. Il a perdu 5 secondes, 5 minutes juste sur Martinez-Oliver. Et toujours sur le circuit bourguignon, Delgado, qui aura su se servir de ses changements de vitesse. Il n'a pas arrêté. Voilà, pratiquement la même allure, la même position que lorsque nous l'avons pris au départ. Il doit être renseigné évidemment sur les chronos réalisés par Rux, parti 3 minutes devant lui. Il s'en est rapproché à 2 minutes. Jean-Paul, est-ce que nous disposons d'un dernier pointage pour indiquer à moins de 15 km de l'arrivée les écarts entre Rux et Delgado, surtout ceux-là qui nous intéressent? Jean-Paul Olivier. Oui, Robert. Vous avez regagné la route. Oui, j'ai quitté le tableau pour l'instant car les résultats s'affichent moins vite sur le tableau et vous les avez avant moi. Alors je me suis approché donc de Sec et dans quelques instants donc il va pouvoir vous dire quelques mots. Il faut le laisser respirer un peu. Oui. Bauer aussi s'aperçoit que le temps a changé d'après les coups de téléphone qu'il a dû recevoir de ses premiers coéquipiers partis ce matin et qui lui ont indiqué un circuit sans problème, et tout à coup c'est un vent qui devient violent qui se lève ici sur la ligne d'arrivée. Alors Carrera va arriver. Voilà qui prouve qu'il a perdu quelque chose dans sa spécialité, la montagne, parce que il y a quelques années Herrera n'aurait pas réalisé un temps inférieur à 4 minutes sur le meilleur contre-la-montre. Alors qu'il nous paraissait être en dedans lorsque nous l'avons pris en début de parcours. Souplesse. Oui, souplesse, oui. Un braquet moins important que ses adversaires. Herrera, on l'a vu passer la ligne. C'est Boyer que l'on attend maintenant, puis Bauer, Parra, Rux et Delgado. Lui-même, encore sur la route. Environ 10 minutes maintenant de son arrivée. Robert Chapat. Jean-Paul. Oui, je suis avec Ronan Pinsec ici. Alors Ronan, on attendait peut-être à la limite un peu mieux de vous dans cette étape contre la montre. Moi j'attendais également mieux de moi. Bon, j'ai vu de suite dans la première bosse que j'étais pas vraiment dans l'allure. J'ai jamais réussi
à vraiment me donner pleinement et je trouvais que je manquais de force, surtout dans les relances et pour amener le braquet. Alors comment expliquez-vous cela? Une baisse de forme notable? Bon, c'est peut-être la fatigue qui commence à arriver, la fin du tour qui pèse un peu sur l'organisme. Alors vous pensez que Boyer était supérieur à vous dans ce Tour de France? Ben, je pense qu'on était quand même à peu près au même niveau, supérieur je pense pas, mais de même niveau oui. Voilà, c'était donc les premières impressions de Roland Pessel. Il vient de franchir la ligne d'arrivée. Oui, Qu'il faut féliciter et remercier pour l'effort, dernier effort qu'il vient d'accomplir, c'est pouvoir répondre avec conscience quand on a fait 36 km contre la montre. Et pour une des premières places du Tour de France, on a plutôt envie d'aller s'allonger quelque part dans l'herbe. oui, alors que Delgado nous fait toujours une impression formidable en cette fin d'étape. Oui, je pense que Rux aussi est en train de réaliser un bon petit exploit. Delgado, là, un peu surpris par le vent dans ce virage et qui n'a pas pour autant cherché à changer de vitesse, préfère se relancer en danseuse. Pas de temps perdu, même un dixième de seconde passé pour manipuler la poignée. Il négocie, oui. Il négocie très bien ses virages. L'arrivée d'Éric Boyer maintenant. Oui. Virage très serré, il s'est bien rabattu à l'intérieur. Lui aussi va réaliser pour les premiers du classement général, en dehors de Delgado, un temps nettement supérieur à Martinez-Oliver, mais il a probablement acquis là la 5e place. Il est 40e, la 5e place et la place de premier français. Boyer, sans doute légèrement déçu de cette performance lorsqu'il a entendu prononcer par le speaker son chrono. Parra, le battant, l'homme des rings, qui s'est beaucoup affiné depuis ses débuts sur le Tour de France il y a quelques années. Parra. Oui, la morphologie et la stature d'un Hollandais, là, pas d'un Colombien. Alors la différence mécanique est assez flagrante entre le vélo de Delgado et celui de Parra. Le cadre horizontal par exemple est courbé pour Delgado. Ici il est tout droit, plongeant sur un tube de direction assez haut par rapport à celui de Delgado, ce qui revient à dire que Parra est légèrement plus grand. Il dispose de tous les compteurs, de toutes les manettes, comme un pilote de Boeing. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Maintenant, puisqu'on a pris le progrès, le coureur, il ne manque plus au coureur que des ordres reçus dans un casque par son directeur sportif. Mais peut-être d'ailleurs certains y ont-ils déjà pensé. Oui. Et remarquez comme la roue arrière est très rapprochée du tube de selle. Oui, alors que Parra là est en train de battre et de sauver éventuellement sa 3e place. Il se bat pour le podium, pour cette 3e place, ce qui serait tout à fait remarquable pour lui. Voilà, on se rafraîchit, on se désaltère. Étonnant engin en tout cas que cette bicyclette qui se transforme peu à peu est devenue depuis longtemps vélo, à ne pas confondre. Bicyclette, René Fallet avait écrit là-dessus quelques phrases merveilleuses. La bicyclette, c'est ce qu'on emploie communément pour aller faire les courses. Le vélo, on fait la course. Voilà, c'était très joli et c'était tellement vrai. Boer qui va arriver. Ah, celui-là, il a non seulement la volonté, mais une puissance athlétique. Une source d'énergie extraordinaire. Il navigue un peu sur la route, mais le voilà parmi les meilleurs temps des leaders, 24. Il va falloir l'arrivée de Rux et de Delgado. Il n'y a plus derrière Boer que Parra, Rux et Delgado. Parra, le voici. Apparemment, il a perdu plus de 3 minutes sur Boer. Apparemment. Oui. Il se bat avec la même volonté. Alors là, ça change de style et d'allure, bien sûr, avec Delgado. Oui, je dis... Si la télévision, pardon Raymond, si la télévision n'était pas en couleur, donc en noir et blanc comme jadis, on ne s'apercevrait pas que Delgado a le maillot jaune. En revanche, on pourrait dire tout de suite, c'est lui. Ah oui. Maintenant, nous avons bien son allure dans le regard. Et sans aucun doute, là, je pense que Delgado va réaliser une grande performance. Oui, je disais tout à l'heure, pareil, se bat avec la même volonté que Boer s'est battu pour cette fameuse 3e place. Car au-delà du podium, évidemment, on n'attache guère d'importance. Voici Parra. Oui, le maléfice en question, c'est-à-dire que
une bonne trentaine de coureurs qui ont terminé 3e du Tour de France ont connu des années suivantes extrêmement pénibles et parfois ont disparu complètement de la compétition. Mais il ne faut pas s'en tenir à ça. Si en plus on se met superstitieux, oui, je sais que la réalité est là, qui s'impose. Mais quand même. Oui, Jean-Paul Olivier, un dernier classement, dernier temps de passage. Ah, on n'entend pas Jean-Paul. Oui, je dis il faudrait que Parra réalise une très mauvaise performance quand même pour perdre cette 3e place. Car il y a plus de 2 minutes d'écart avec Boer. Oh, mais on aimerait bien quand même que quelques secondes seulement les séparent pour le final aux Champs-Élysées. Oui, mais ça serait très difficile aux Champs-Élysées. Oui, au dernier kilomètre pour Parra. Oui, il a perdu plus de 3 minutes. Il va déjà lui falloir 1 minute 40 pour venir jusqu'à la ligne d'arrivée. 1 minute 30 au moins, car le vent est violent là. Delgado, qui se pose sans doute la question, mais ce Rux, qu'est-ce qu'il est en train de me réserver? Je lui avais repris 30 secondes après 10 km. Et voilà qu'il me résiste. Le moment donc de se mettre en colère au besoin pour Pedro Delgado. Delgado qui doit certainement être renseigné de ses temps de passage. Voici voilà Rux. Rux, quant à lui, utilise aussi une roue arrière lenticulaire. Cadre plongeant, guidon delta et Delgado sur le dernier kilomètre. Il précède de 16 secondes Rominger. Jurgo et Martinez-Oliver, Koum, les 4 parties le matin, conservent les 2e, 3e, 4e et 5e places. Mais Pedro Delgado, le seul venu de loin, de plus loin, parti dans l'après-midi, et pas tout à fait dans les mêmes conditions, aura réussi à battre ceux qui avaient préparé spécialement et bénéficiaient de meilleures conditions que Pedro Delgado. Pedro Delgado, donc en passe dans moins de 6 minutes de franchir la ligne en vainqueur de cette étape contre la montre sur le circuit de Centenay en plein merveilleux vignoble de Bourgogne. Parra qui a réalisé un bon temps. Jean-Paul. Oui, Robert. Paul, vous guettez l'arrivée de Steven Rux? Oui, absolument, je suis là. J'ai quelques petits problèmes de son néanmoins. Je ne peux pas beaucoup intervenir car véritablement, je ne vous entends pas en permanence. Quel dommage. Oui, mais c'est là que Martinez commence à apparaître. Car tout à l'heure, Delgado avait plus d'1 minute et demie sur lui. Et là, les derniers pointages donnent 30 secondes seulement. Alors c'est preuve qu'il y a énormément vent contraire sur la fin de parcours. Et il lui sera peut-être très difficile à Delgado d'effacer le meilleur temps de Martinez. Oui, mais c'est preuve aussi que Martinez-Oliver a réalisé une jolie performance aujourd'hui, ce que nous disions. Rux. Robert, je voulais simplement vous dire qu'une 20 sépare au classement de l'étape Boyer de Pinsec, au bénéfice de Boyer. Donc, une 20. Qui maintenant, normalement, est à l'abri d'un retour de Pinsec à la 5e place. Il avait déjà plus d'1 minute 30 sur Pinsec. Il semble que la cause soit entendue pour ce qui concerne ce classement passionnant pour les Français et rendu passionné par Pinsec et Boyer. Voilà. Il n'y a plus que Delgado maintenant pour éventuellement battre Martinez. Mais Rux se consolide lui aussi sa 2e place. Elle n'était pas très menacée par Parra. 2 minutes 30 est séparée. Mais Rux devrait être logiquement le 2e du Tour de France. Et ce n'est pas une place qui est due au hasard. Pratiquement dans les mêmes temps que Parra. Il va réaliser la performance. Delgado sous la flamme du dernier kilomètre. À partir de là, une autre course commencera pour lui demain de Nemours à Paris, celle de l'attention aussi, et puis de la sécurité à tout prix. Donc bien entouré par une formation qui le conduira vers la victoire en essayant d'oublier tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. Rux, son temps sera bon aussi. Parmi ceux des premières places au classement général. Ça ne vaudra pas celui de Delgado, bien sûr. Mais Rux, qui jusqu'au bout a cherché l'abri du vent, devient donc le 19e de cette étape et doit se poser la question, c'est pas possible
Il y en a 18 qui ont été plus vite que moi. Oui, mais je pense que Martinez risque de conserver sa première place de quel... Ah oui, Risque peu. c'est ça y est, maintenant c'est fait. Ça doit se faire. Oui. Et oui, il est battu, Delgado. Ah oui. Par Martinez-Oliver. Oui, il avait exactement 1 minute pour conclure à la flamme rouge. Alors donc, un classement, celui du matin et celui de l'après-midi. Encore une fois, ça n'est pas du tout minimiser les mérites de Martinez-Oliver, de Koum, Top, il est de battu. Rominger. Oui, oui. Mais ça y est, 2 secondes battues, 3, 4, 5. Delgado obtient encore là une deuxième place en s'étant battu jusqu'au bout, mais pas tout à fait. À 11 secondes, donc il est quatrième. Pas tout à fait. Très grande performance, hein, très grande performance. Il nous a habitués maintenant. Quand il n'est pas tout à fait dans le coup, il est quatrième. Alors c'est dire. Hein. Donc, Jean-Paul, vous nous rappelez le classement s'il vous plaît. Oui, je l'ai. Premier, Martinez-Oliver à la moyenne de 44 km 0,77, 1h2,37. En deuxième position, le Suisse Rominger, 1,2,41. À 4 secondes. En troisième position, Milan Jurko. En quatrième position, donc nous l'avons vu, Delgado.